c'est quelque chose qui a été fait à Lyon. C'est l'OMS qui a produit ça en disant qu'on classait dans la catégorie 2B les champs électromagnétiques et les radiofréquences comme probablement cancérogènes. Donc c'est à développer. Il dit évidemment que, regardez un petit peu, je vais vous faire un petit parallèle là-dessus. Les études épidémiologiques et toxicologiques qui sont publiées, ça prend des années, voire des dizaines d'années avant. Je vais vous regarder, je ne sais pas pour rien, là on passe à la stratégie de l'industrie, ce qui a marqué dans mon dos. Le doute est leur produit, et notre produit, c'est la meilleure façon de niaiser en fait le débat. Ce qui se passe en fait, pour vous faire un petit truc court là, c'est que dans les années 50, quand l'industrie du tabac, on commençait à être attaqué par des scientifiques indépendants sur les effets potentiellement dangereux du tabac. Mais tout de suite, ce qu'on a fait là, dans la stratégie, c'est qu'ils sont arrivés et ils ont dit on va mettre en place un réseau de scientifiques parallèles qui vont démontrer que ce que les autres disent est faux. Et comment ils le prouvent? Non pas par des études sur les gens, seulement en allant, contester les protocoles d'investigation scientifique. C'est-à-dire qu'ils font que critiquer en disant oui, mais vous n'avez pas pris tel et tel facteur, vous n'avez pas pris tel et tel facteur. Alors c'est sûr que dès l'instant que vous créez un certain flou là-dedans, les gens ils sont obligés de reprendre sur certains trucs, des fois à raison et des fois à tort, mais surtout ce qu'on fait, c'est qu'on gagne du temps. Parce que dites-vous bien que derrière tout ça, il y a de l'argent. Donc le politique, je dis le politique dans le sens général du terme, qui se retrouve avec une industrie qui est capable de lui générer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, versus des scientifiques indépendants, avant qu'il arrive à prendre une décision contre cette industrie qui va générer beaucoup d'argent, ben il dit il faut que quelque chose soit sûr. Donc l'industrie, ce qu'elle fait, elle crée le doute perpétuellement, pendant que les gens comme ça, ils sont obligés de débattre. Et pendant qu'il y a un débat, eh bien, on ne peut pas légiférer. Parce que quelqu'un va prendre une position que lorsqu'on sera sûr qu'il y a un effet. Je vais vous donner un exemple. L'amiante, c'est flagrant. Ça a pris 35 ans. Quand je suis arrivé ici au Québec, c'était en 98, et ça c'est un exemple que vous pouvez tout vous dire, on vendait des paquets de cigarettes dans les pharmacies. Maintenant, vous ne pouvez même plus fumer à moins de 3 mètres d'une porte publique. Quelqu'un qui fume est considéré quasiment comme un pestiféré. C'est pour vous dire, parce que quand on s'est aperçu que le tabac coûtait plus cher en frais de santé que ce qu'il générait en taxes et en revenus, la game n'était plus la même. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec cette industrie-là. On s'appuie sur des faits qui ne sont pas avérés, donc dans ce cas-là, on continue à le vendre. Et là, la technologie, les gens, les spécialistes, monsieur peut-être sera là, il existe des façons, si vous voulez, de limiter ça, par des modifications des téléphones, des émetteurs. La puissance d'émission, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, ce qui coûte cher à l'industrie, c'est les antennes relais, les bornes, etc. Au plus vous augmentez les distances, au moins vous mettez l'antenne, donc au plus on augmente la puissance, automatiquement, c'est un coût à gagner. Si on venait à légiférer en disant attention, c'est trop puissant, c'est dangereux pour la santé, qu'est-ce que ça faudrait dire? Il faudrait réduire la puissance de ces appareils-là, les antennes relais, et les multiplier surtout, de façon plus discrète. Mais là, qui c'est qui va supporter ce coût-là? C'est l'industrie, c'est pas nous. Donc là, quand vous mettez ces choses-là en perspective, vous vous apercevez que ce qu'on ne veut pas, à tout prix, c'est changer les normes pour continuer à augmenter la puissance des appareils jusqu'au seuil que nous fixent les normes afin de pouvoir continuer à faire du profit. Et d'ici 15 ou 20 ans, quand on va se retrouver avec je ne dirais pas des pandémies, parce que je ne veux pas faire de la peur pour rien, mais des cas d'enfants qui vont être beaucoup plus affectés, parce que soit dit en passant, on s'est aperçu, et ça c'est encore sur Internet, vous pouvez y aller, que les enfants sont ceux qui sont les plus susceptibles d'être affectés par ça. Un enfant de je vous dirais de 3 mois par exemple, qui joue avec un téléphone intelligent à côté de lui, on s'est aperçu grâce au professeur Bellepomme qu'il avait sa barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière qui protège son cerveau, qui diminue d'efficacité pendant 25 minutes. C'est important. Et ça, bien sûr, il y a des gens qui vont le contrecarrer, qui vont le critiquer, qui vont même se dire « non, voyons donc, ça n'a pas de sens ». Sauf que nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit tiré au clair. Alors que là, on fonce full pin dans une direction sans écouter les gens qui sont à côté qui disent « attention, il y a quand même des doutes raisonnables à se poser ». C'est ça ce qu'on dénonce ce soir, principalement. Juste
petit commentaire. Moi, je partage l'opinion de monsieur qui disait qu'il avait tendance à faire peur un peu. Et on a différentes raisons d'être ici ce soir. Est-ce que c'est vraiment pour débattre sur est-ce que c'est un effet sur la santé ou non? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on aborde la question des stratégies parce qu'on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Oui, on est des stratégies pour réagir à ça, vous voulez dire? Pour réagir à ça, madame? C'est pour réagir à l'industrie? Oui, pour réagir quand on va avoir la lettre, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais ça c'est simple, madame. Vous avez deux choix. Soit vous acceptez d'avoir un compteur intelligent, dans ce cas-là, vous n'en serez pas embêté par Hydro-Québec, puis vous allez continuer à vivre normalement comme vous pensez le faire. Par contre, vous avez le choix, soit vous devenez un résistant, comme bon nombre d'entre nous, donc je fais partie, c'est-à-dire que vous barricadez vos compteurs et puis vous allez supporter jusqu'au dernier moment la possibilité d'avoir un compteur électromécanique, parce que c'est le seul qui, à date, nous garantit qu'il n'y a aucun effet sur la santé et puis sur les factures d'électricité. Ou bien, si vous voulez préférer faire autre chose, c'est d'avoir un compteur non communicant, le CE. Parce que je pensais qu'il y avait comme une stratégie collective. Mais justement, voilà, je vais vous expliquer. La stratégie collective, elle est basée tout simplement que s'il y a plus de... Nous, on pense, au sein des groupes compteurs Ofuse, que s'il y a plus de 10% de la population qui se prévalent de l'option de retrait, c'est le système qui s'effondre. Il n'y aura plus la rentabilité qu'eux, ils veulent avoir. Donc, 10% de la population. Alors, il est évident qu'Hydro-Québec, c'est encore une même chose. Hein. Il se sert des chiffres encore pour dire qu'il y a moins de temps de personnes. Parce qu'en fait, quand dans des villes comme Montréal, vous avez un immeuble qui va garder un seul compteur intelligent, ben, il fait partie de la game, il fait partie de ceux qui ont accepté, alors que peut-être qu'il y en aura 3 ou 4 autres qui voudront avoir un compteur non communicant. Donc, pour l'instant, ils disent qu'on est loin du 10%. Cependant, nous, on est sûr qu'à bout d'un moment, on n'est pas rendu encore jusqu'à la fin, parce que c'est qu'en 2018, je pense qu'il prévoit la fin du déploiement. Donc, on pense qu'il pourra avoir vraiment un effet significatif là-dessus. Donc, nous, ce qu'on encourage, c'est de résister au maximum dans la mesure de leur capacité.